Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Mehdi. Bonjour Perrine. Tu connais l'histoire du canari. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Alors je serai un cousin du canari, je serai le colibri, parce qu'il fait sa part. Je sais pas si- Tout simplement. Est-ce que tu connais l'histoire du colibri ou pas? J'imagine que oui. Mais rappelle-le nous, c'est intéressant d'avoir aussi ta version. Pourquoi cette histoire te parle à toi particulièrement? Parce que cette histoire, elle résonne, je pense, différemment aussi selon son parcours, selon ses points d'attention. Moi, elle me parle, elle a mis du temps à me parler, mais quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans une volonté de transformer le monde, de changer les choses, et j'étais dans une énergie de changement systémique. J'avais une énergie beaucoup à l'extérieur. Et quand j'ai lu des choses de Pierre Rabhi, quand j'ai vu l'association Colibri, pour moi l'histoire c'est si je crois qu'il y a un feu de forêt et il y a plusieurs animaux qui font des efforts pour éteindre le feu, il y a un moment il y a un colibri qui va chercher de l'eau et qui en met avec son petit bec, et des éléphants, je crois, ou d'autres animaux sont assez étonnés par le fait qu'il s'active autant pour une efficacité vue par eux assez relative. Et donc il lui dit colibri, mais pourquoi? On lui pose la question, pourquoi tu fais ça? Et il dit je fais ma part. Voilà. Ça se relie beaucoup à un mantra qui est important pour moi. Je sais qu'il est parfois très utilisé, mais je sais pas. Pour moi, il a résonné en moi profondément. Et il a mis du temps à résonner. Qui est le mantra de Gandhi qui dit soyez le changement que vous voulez dans le monde. Ça peut paraître un peu naïf, et au final, quand on arrive à le comprendre profondément et le vivre profondément et intérieurement, c'est qu'au final, quand j'étais plus jeune, j'étais assez militant, politique. J'ai essayé plein de choses, et j'ai compris à un moment que j'allais pas pouvoir changer le monde. La seule chose que je pourrais changer, c'est moi-même. Et la seule chose sur laquelle j'avais le contrôle, c'est moi. Et que je devais échanger en profondeur et faire mon chemin intérieur de transformation. Et que peut-être qu'il pourrait être une source d'inspiration pour d'autres, pour qu'ils se mettent en mouvement. Mais on ne peut pas, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est pas que les gens n'aiment pas changer, ils n'aiment pas qu'on les change. Donc finalement, tu es passé de je serai président de la République à je suis colibri, c'est ça? Je sais pas si j'avais l'ambition de devenir président de la République, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais passionné de politique, et oui, j'aurais pu avoir des projections. En tout cas, les hommes politiques m'inspiraient beaucoup. Je crois que j'avais une énergie du changement, de la transformation, et c'était au départ, le vecteur qui me paraissait être le bon vecteur pour ça. Et heureusement que en m'écoutant, avec le temps, en avançant et en n'aimant pas du tout, j'étais dans un parti politique, les dynamiques qui jouaient, le sentiment qu'il y avait des égos, les compromissions, tout ça, ça m'a fait comprendre au final que c'était pas le bon chemin. Et petit à petit, j'ai compris que le bon chemin, c'est sa propre transformation, et essayer de, voilà, ce que je disais tout à l'heure pour pas me répéter. Donc oui, d'une certaine manière, je comprends la formule. C'est une belle manière aussi de vraiment prendre le pouvoir parce que c'est quand même si c'est pas facile, prendre la main sur sa propre trajectoire, sur sa propre vie intérieure, c'est quand même déjà une première façon de vraiment prendre la main versus commencer par essayer de changer l'extérieur qui doit animer pas mal de colère ou qui doit être assez inconfortable. Ça doit apporter pas mal de sérénité, non? Oui, oui, ça apporte Comment tu beaucoup de faisais? sérénité, de paix intérieure. Après, le chemin est un chemin semé d'embûches. On traverse nos démons, nos ombres, on traverse des moments complexes, mais oui, il y a une lumière au bout, hein, donc, et je suis loin d'être au bout, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose, oui, de la paix intérieure qui s'installe. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que c'est un chemin aussi qui est pas du tout égotique, c'est-à-dire que, au final, ces hommes politiques ou ces dirigeants ou ces leaders, souvent,
sont animés par des idées de transformation, de changement dans le monde, mais au final, l'énergie elle est tournée vers l'extérieur et ils sont parfois, souvent même des contradictions vivantes parce qu'ils nourrissent tellement l'ego en chemin qu'on ne sait plus s'ils le font pour le monde ou pour eux-mêmes. Et donc, pour toi, l'entreprise et la politique, ça s'oppose quand tu dis finalement j'avais envie d'avoir un impact, citoyen, politique, de changer le monde. Aujourd'hui, tu es dans le monde de l'entreprise. C'est aussi un moyen d'avoir un impact sur la cité, en fait. Mmh. Non, ça ne s'oppose pas, ça dépend comment on définit la politique. Moi, je trouve qu'il y a petit à petit une dérive, je le sens bien dans les discussions, c'est qu'on confond la politique et le jeu de représentation politique. Évidemment, je suis un fervent défenseur de la démocratie et je vais pas tomber dans la caricature de dire tout est pourri, ils sont tous pourris, etc. Je constate simplement que les systèmes de démocratie représentative et les systèmes actuels de démocratie sont sûrement un petit peu essoufflés et que sûrement, on va on fera sûrement un parallèle avec ce que j'essaie de faire à l'échelle de l'entreprise. Ce serait bien qu'on puisse petit à petit aussi repenser nos systèmes de délibération collective, nos systèmes de représentation. Et c'est assez innovant, faire de l'innovation sociale autour de nos systèmes démocratiques. Mais je ne confonds pas parce que moi, la politique, c'est noble. On est tous des citoyens, on est tous acteurs d'aventures collectives et que la manière dont on vit ensemble, c'est déjà de la politique, la manière dont on partage les biens collectifs, la manière dont on délibère collectivement, on est au cœur de la politique. Et donc pour moi, il n'y a pas une sorte de frontière entre le monde de l'entreprise et le monde de représentation nationale. La politique est partout et nous, on a tous des systèmes de croyances et donc c'est comment on organise la manière de rendre tout ça, comment faire en sorte que qu'on crée des espaces dans lesquels il y a possibilité d'émergence d'une pensée ou d'idées collectives en partant de points de vue différents. Tu disais que ça avait été long finalement, pour toi, d'intégrer, cette histoire du colibri, ce mantra de Gandhi. Est-ce que tu peux nous retracer le cheminement? Parce que je trouve ça intéressant de montrer que c'est long et que c'est possible. Parce que moi, je vois souvent, hein, dans les accompagnements en transition professionnelle ou sur des transformations de dirigeants, il y a souvent l'envie d'un changement radical maintenant, tout de suite. Or, c'est aussi l'idée, hein, de ce podcast, de pouvoir partager que, bah, c'est possible Mmh. et que ça prend du temps et que c'est normal que ça prenne du temps et c'est même, comme ça, en fait, que ça, peut vraiment fonctionner, en fait. Comment risquer de vraiment réussir, Bien en sûr. fait, sa transition? Et c'est un mélange d'abnégation et de patience. C'est-à-dire, ça renvoie quand même à l'intention. C'est-à-dire, est-ce que l'énergie qui nous met en mouvement, elle vient plus du ventre ou du cœur que de la tête? Ça, c'est un enjeu. Je pense qu'il faut vraiment se questionner. Est-ce qu'il y a quelque chose de profond qui nous anime et qui nous amène à nous mettre en mouvement? Et après, oui, il faut avoir la patience, du chemin. Et Euh, comment tu t'y es pris? alors, je sais pas par quel bout commencer parce que ce serait même peut-être trop long, mais en tout cas, si je fais rapide, ce que moi je ressens de manière forte, c'est le fait d'avoir eu une enfance avec plusieurs appartenances sociales et plusieurs appartenances culturelles, m'a déjà donné un sentiment, une conscience de la diversité des intelligences humaines, une conscience que le regard qu'on a sur le monde n'est pas la vérité, mais une perception du réel en fonction de l'endroit d'où on le voit, et aussi un sens aigu de la justice sociale. Tout ça, mis bout à bout, je pense que ça crée déjà quelqu'un qui est drivé par les valeurs, qui a envie de vivre de la justice sociale, de l'harmonie et de l'harmonie entre les différences, la diversité. Parce que j'ai ces multiples appartenances et donc j'ai ce besoin d'harmonie parce que je pense que ces multiples appartenances ne sont pas en conflit les unes avec les autres, mais au contraire, elles sont complémentaires et donc elles prennent leur essence et leur puissance complète lorsqu'elles sont en harmonie. Ça, je vous le dis, je le dis Périne parce que je post-rationalise, mais maintenant c'est très clair dans ma tête, tout ça, ce qui n'était pas au début. Donc après, j'ai tâtonné. C'est-à-dire que j'étais jeune, on parlait tout à l'heure, j'étais plutôt passionné de politique, envie de changer le monde par la politique.
Ensuite, je suis aussi des appartenances bourgeoises. Je suis rentré dans le rang en voulant faire une école de commerce et réussir dans la vie, entre guillemets. Donc après, j'ai plutôt un parcours professionnel au départ qui est devenu assez classique. Voilà, j'étais banquier d'affaires, très loin de ce que je fais aujourd'hui. Il y avait des sortes de tensions internes, des forces qui se bataillaient en interne et en parallèle de cette carrière, j'avais une autre partie de moi, une forme de dissociation interne qui était plutôt en train d'expérimenter ou tenter des expériences autour du politique ou de l'associatif. J'ai tenté du parti politique, des mouvements altermondialistes, etc. Mais Donc tu avais ton quotidien en banque d'affaires, en fusion, acquisition et ton temps libre investi, dans des associations, dans des partis, Heu, j'ai picoré parce que je suis resté pas longtemps parce que l'électron libre qui est en moi ne trouvait pas sa place et je trouvais qu'il y avait beaucoup de conflits entre les gens, beaucoup d'ego, beaucoup, c'était très étonnant de voir que des gens qui étaient censés être animés par quelque chose qui était supérieur à eux, mais qui étaient très, très concentrés sur leur propre personne et leur réussite personnelle alors qu'ils se mettaient pas au service de quelque chose de plus grand. Beaucoup aussi de compromis, de compromissions, et ensuite aussi beaucoup d'intolérance. Beaucoup d'intolérance. Pourtant, voilà, et moi, c'est un grand sujet pour moi, comment on peut être radical dans la transformation sans être intolérant. C'est notre sujet. On va pas tous les faire, ce serait trop long. Et donc, oui, oui, j'ai vécu ça et j'ai vécu aussi, j'étais très attiré par le milieu artistique et culturel. Et donc, c'est vrai que mes fréquentations hors du travail étaient très différentes de celles du travail et j'en étais fier d'une certaine manière parce que je disais à l'époque, quand j'étais jeune, ce qui est intéressant dans la vie, c'est d'avoir des bons adducteurs pour pouvoir faire le grand écart. Oui, Et j'ai, parce que c'est souvent le premier signal à écouter quand on disait finalement c'est dans le ventre aussi que ça se passe. mmh, Ce type de tiraillement quelque part, d'injonction, qui s'opposent, bah, si on n'y goûte pas et si on n'essaye pas, on sait pas, exact. si on les écoute pas. Donc prendre conscience et ressentir que finalement tiens, je suis tiraillée et il y a quelque chose finalement dans ce que tu dis qui parle de gouvernance, aussi. Parce que dans une association, même si la cause, elle est noble, ou elle est transcendante, parfois le système de gouvernance de l'association, fait qu'on est exactement dans le même diktat, Non, mais c'est que, fou. dans une organisation hiérarchique, voire pire en fait, en termes de répartition du pouvoir. C'est fou. J'ai même essayé à un moment, c'est vrai, dans mon trajectoire de carrière, de réfléchir à aller dans des organisations de, au type autour de l'ONU, ou du FMI, de la Banque mondiale, l'AFD, des choses comme ça. Je me dis, ah, peut-être que là, en tant que en ayant mon background financier, je pourrais servir, etc. Et en parlant avec quelques personnes, j'ai senti que c'était pas l'endroit où j'allais. Il y avait trop de politique au sens négatif du terme. Il y avait trop, moi, Mmh. ça a toujours été une énigme pour moi, des associations dans lesquelles on a une mission qui est extraordinaire et qu'elle crée pas l'effet transcendantal. C'est-à-dire que très vite, les égos et les guerres de pouvoir deviennent presque plus importantes que la mission. Ça aussi, ça m'a interpellé. Et donc, pour revenir à la question sur le chemin, j'ai fait de la banque d'affaires. À un moment, je sentais bien qu'il fallait que j'aille vers autre chose. Et j'ai fait ça par petits pas. Et j'ai eu la chance, parfois, j'ai fait une très belle rencontre de quelqu'un que je conseillais. Et j'ai rejoint Poult en tant que directeur financier. Et la rencontre, c'était Carlos Vercaeren, le président de Poult. Et là, c'est le début d'une aventure de transformation profonde d'une entreprise pour aller vers ce qu'on a appelé l'entreprise libérée, alors que nous, on le savait pas. On avait juste l'intuition qu'il y avait un gâchis social énorme dans les entreprises. Comme nous, ce qui nous animait le plus, ce qui nous a le plus fait du bien dans des aventures, c'est quand on nous a fait confiance et qu'on nous a donné beaucoup de liberté. On s'est juste dit, si c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout le monde, sans exception. Et c'est pas en plus l'apanage d'écoles blancs, ce qu'on dit. Oui, c'est ça, parce que tu es quand même passé, finalement, d'un métier dans la finance, dans le service, à une industrie, alimentaire. Exactement. Donc avec, un produit très différent et des typologies aussi, une diversité de collaborateurs, de collaboratrices, Mmh. Et là, j'ai senti très vite à ce moment-là que j'avais fait un bon choix, premièrement parce que j'aimais être dans l'industrie, j'aimais la diversité des profils, j'aimais aussi qu'il y ait beaucoup d'ouvriers, d'opérateurs et d'opératrices. J'aimais le fait qu'il y avait moins de homogénéité sociale et homogénéité de pensée. C'était un défi. En gros, c'était un terrain de jeu qui me paraissait beaucoup plus intéressant de ce fait, dans ma quête d'harmonie. Et donc, on est embarqué dans une aventure de transformation. Et là, ça touchait vraiment le ventre et le cœur. Et j'ai l'impression d'un coup qu'il y a une sorte de, Frédéric Laloux appelle ça wholeness, c'est-à-dire sentir un. Il y a une sorte de convergence
des différents êtres qui étaient en moi et qui se bataillaient. Donc ça a été un J'ai le moment. droit d'utiliser le buzzword, tu t'es senti Oui, aligné? oui, aligné, oui, c'est ce qu'on dit Oui. souvent, ouais, ouais. Donc, je me sentais de plus en plus aligné. Et en même temps, je suis passé par une période qui commençait à être difficile. C'est-à-dire qu'intellectuellement et même émotionnellement, j'étais animé par ce mouvement qu'on avait entamé et de voir ce que ça donnait. Et en même temps, j'étais pas totalement congruent et je sais même pas si je le suis encore pleinement aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai pris conscience de l'écart qu'il y avait entre le projet auquel on aspirait et la posture et le changement que je devais opérer. Et le lâcher prise que je devais faire pour aller vers cette transformation. Et c'est là qu'a commencé le début du changement, c'est-à-dire que on a la chance d'avoir pas mal de formations à l'analyse transactionnelle, un petit peu à la communication non violente. On a commencé à faire un certain nombre de formations et la culture elle-même, où il y a beaucoup de liberté, où on est challengé, beaucoup de transparence, des évaluations en 360, beaucoup de lectures et beaucoup d'émulation autour de ces questions-là, qui ont fait que je me suis mis en mouvement. Et aussi la prise de conscience que, moi je me rappelle un ou deux épisodes assez intéressants, c'est qu'au début, quand on a commencé la transformation, les chiffres ont dégradé. Et quand j'allais dans les usines, je repartais avec la patate. Parce que je sentais quelque chose en train de se passer. Je sentais une énergie dans l'usine. Et ça aussi, ça m'a re-questionné sur mon rapport à la vouloir contrôler les choses et d'accepter que comme le système est holistique et systémique, c'est un de mes grands lâcher prise. Et là, il faut avoir une croyance forte. Il faut arrêter de passer du temps sur les symptômes, mais essayer de trouver quelles sont les racines de la puissance collective. Et ça a été un premier changement important. C'est qu'en prenant conscience de ça, j'ai mis mon énergie dans les ingrédients de la puissance collective, l'organisation, les pratiques managériales, mais aussi la culture. Et à terme, un peu tardivement, et aujourd'hui, c'est un sujet très important, et l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment faire monter en puissance les gens sur leurs capacités collaboratives par l'intelligence relationnelle et l'intelligence émotionnelle, et avec toutes les déconstructions qui vont avec et les changements de croyances sur des questions toutes bêtes. Vous parlez parfois de ce genre de choses avec des gens, ils vous disent, mais à un moment, il faut bien que quelqu'un arbitre. Or, déjà là, on est dans le symptôme. S'il faut que quelqu'un arbitre dans une truc, c'est que la collectivité dans laquelle on est reproduit des schémas de formatage dans lequel on a besoin de passer par une figure tutélaire pour finir la délibération. Mais en réalité, c'est parce qu'on est en incapacité de faire émerger une vraie intelligence collective qu'on a besoin d'une figure tutélaire pour arbitrer la bataille des égaux. Quand vous êtes dans un système où vous êtes vraiment en train d'émerger de l'intelligence collective, ben vous avez plus d'arbitrage. Et là, vous commencez à comprendre que faut faire très attention dans nos systèmes, que le symptôme, déjà, est-ce qu'il faut aller dans les racines de la performance plutôt que dans les symptômes? Et ensuite, de bien comprendre comment dans un système en mouvement, ce que l'on perçoit ne nous dit pas les choses sur la limitation des humains, mais sur les limitations actuelles du fait de la culture collective. J'ai envie de rebondir sur un point, c'est finalement au début tu disais, bah, quand j'étais petit, j'avais envie de changer le monde et j'étais beaucoup, dans l'extérieur et finalement j'ai fait tout un chemin pour d'abord travailler, sur moi-même, pour pouvoir, rayonner ensuite. Et là, dans ce que j'entends, finalement, tu es arrivé chez Poult avec cette, idée de transformer le système. Donc c'est pas le monde, mais c'est un système. Tu as eu vite l'intuition qu'il fallait, travailler sur, ce qu'on appelle les soft skills, les postures, les façons de communiquer, la gestion des émotions avec les équipes. Donc tu as commencé par, travailler sur le système, par travailler aussi sur les autres, c'est ça? Et c'est ensuite que tu t'es dit: «Tiens, finalement, et si, personnellement, j'étais aussi un frein finalement à cette transformation et qu'il fallait, peut-être, revenir, en arrière et rembobiner le film, est-ce qu'il s'est passé, quelque chose comme ça Oui, ça ou ressemble. a posteriori, hein? Oui, non, ça ressemble. C'est qu'au départ, j'avais une croyance, c'est celle que si on changeait le système et qu'on réduisait les strates hiérarchiques, qu'on créait beaucoup d'espaces d'autonomie, ça se passerait très bien. Il y a plein d'endroits où ça s'est passé super bien et il y a eu une émulation et à terme, sur le long terme, les résultats ont été bons, etc. Même si les résultats sont une résultante, moi je peux pas me libuler à court terme par les résultats. Parce qu'il faut créer les conditions de la performance. Et il faut avoir une forme de patience pour qu'elle émerge. Ceci étant dit, on a vu plein de points de blocage, c'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes, je vais dire, c'est que le un, d'un côté, on a vu que c'était pas suffisant à certains endroits.
Et on a commencé à essayer de comprendre pourquoi. Mais on a un peu tardivement, parce que là, ma nouvelle expérience chez Agronutrice, l'intelligence émotionnelle, elle est au cœur du dispositif, au même titre que d'autres choses, de la systémique. Là, c'est de l'apprentissage tardif. Et ensuite, en libérant les énergies et en horizontalisant petit à petit les choses, et en avons une conscience aussi de la dimension politique, en diluant nos pouvoirs et en déconcentrant nos pouvoirs, ben on a été au final chahuté par le système. C'est-à-dire on a créé suffisamment de liberté dans le système pour qu'il nous chahute. Et en nous chahutant, ben, il vous met face à votre miroir. Il y a une forme de mise à nu. Il n'y a pas que les autres qui sont mis à nu par un système collaboratif. Vous-même, vous êtes mis à nu. Et à ce moment-là, vous commencez à comprendre que si vous ne vous mettez pas en mouvement, vous pouvez être une sorte de contradiction vivante avec ceux que vous poussez. Donc c'est sûr que ça s'est fait par stade. Et donc, au départ, il y a eu un ralentissement du business. Sur le fait de travailler sur cette organisation, ça a généré, dans ce que tu disais, finalement, un ralentissement business? En tout cas, sur la première transformation de la première usine, ça a été une expérience sur une usine de 350 personnes. Lorsque la nouvelle organisation qui a été co-créée avec les gens, avec un système à l'époque, on parle de 2007, 2007-2008. On avait fait plutôt un système participatif et plutôt que collaboratif, mais déjà à l'époque, c'était révolutionnaire, puisqu'on a demandé quand même aux opérateurs comment ils voudraient s'organiser pour aller vers plus d'autonomie. Et oui, au début, il y a le système avant qu'il retrouve sa nouvelle organisation, puisqu'on a enlevé pas mal de strates hiérarchiques. Oui, il a tangué pendant 6 à 9 mois. Et c'est là où il faut avoir des convictions fortes sur ce qu'on en fait et qu'on croit vraiment. Au final, la croyance principale derrière ça, je crois, hein, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui crée de la valeur que les humains et que ça, j'avais une conviction profonde là-dessus, c'est qu'on faisait les choses à l'envers et qu'on crée un système où ils sont libres, on leur fait confiance, leur potentiel allait s'exprimer de manière plus forte et quand le potentiel humain et l'ingéniosité humaine s'expriment, à un moment, ça se traduit par de la performance. Et donc, c'est accepter cette croyance un peu holistique et sortir d'une approche mécaniste. Je pense que ça a été une croyance forte qui m'a permis de faire les étapes d'après. Il faut un sacré courage aussi pour, accepter, cette période, de latence, de baisse de la performance, la faire accepter par l'ensemble des parties prenantes. Parce qu'il y a ceux qui portent la direction et il y a quand même des parties prenantes, extérieures et intérieures à l'entreprise que ça peut faire paniquer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, comment vous avez fait pour, rassurer tout le monde dans cette période-là pour garder, les planètes alignées? Par de la force de conviction. Déjà, nous, moi, je sais pas que je me rassurais, mais moi-même, en allant en usine, je disais, je repuisais de l'énergie parce que je voyais. Donc, c'est peut-être ma première transformation, c'est de sentir que quand l'énergie humaine est en mouvement, il se passe quelque chose et donc ça continue à renforcer cette conviction qu'il faut tenir. Ensuite, c'est de la force de conviction à l'extérieur. Après, ça a duré 9 mois et c'était que sur une usine, donc on pouvait quand même, ça mettait pas en péril le système à ce stade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc tout ça mis bout à bout. Et alors l'étape d'après? L'étape d'après, c'est qu'après 10 ans et 11 ans de bons et loyaux services, où après taf, je suis passé DG, PDG du groupe, ben, dans le chemin personnel, j'ai de plus en plus questionné, je me suis pris conscience que mon aspiration à la transformation par l'entreprise libérée est une aspiration plus profonde de changement de paradigme et d'aller vers un monde nouveau auquel je contribue. La différence avec avant, c'est qu'au lieu d'essayer de changer le monde, j'ai dit comment je contribue à mon échelle à un monde auquel j'aspire. Et de plus en plus, C'est le moment où tu as pris tes ailes de colibri. colibri. Et donc déjà, l'alignement, sentir à travers la première expérience que le fait que j'étais joyeux et j'allais au boulot avec une joie énorme, etc. J'avais compris déjà que par le wholeness, la vision, c'est qu'il y a une énergie incroyable lorsqu'on se met en mouvement à son échelle pour être en adéquation avec ses aspirations profondes. Mais il y a des nouvelles choses qui ont commencé à émerger, c'est-à-dire je voulais de plus en plus avoir aussi une contribution dans des projets qui étaient pleinement dans la transition environnementale. Et je me suis rendu compte au final qu'il y a plein de mouvements, les gens qui viennent de la permaculture, je commence à discuter avec des gens qui viennent du monde du bio ou de la bio, dans l'agro, etc. Au final, il y avait quelque chose qui nous liait. Et j'ai compris qu'il y avait une sorte de convergence des mouvements, c'est-à-dire que chacun a tiré la pelote d'un côté, mais qu'au final, tout ça fait partie de la même aspiration à essayer de expérimenter à une certaine échelle des nouveaux paradigmes, une nouvelle vision de l'humain
et d'essayer de mettre en œuvre à son échelle des aventures collectives qui peuvent être des exemples de choses vers lesquelles on devrait aller collectivement. Voilà. Et donc, j'ai commencé à chercher des aventures dans la transition environnementale et j'ai rencontré Cédric Auriol, qui est un des pionniers de l'élevage d'insectes et qui s'avère été à Toulouse et moi aussi. Et moi, quand j'ai rencontré cette thématique, je me suis dit, ça a fait un effet waouh chez moi. Je me suis dit, mais les pendules de sang, c'est évident, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Les insectes, c'est la protéine la plus disponible dans la nature. Ils ont un rôle majeur dans le cycle de la vie. Et donc, ça a paru être une évidence. On a élevé plein d'espèces et on s'est pas attaqué à ça. Et donc, au départ, j'ai été business angel de Micronutrice et on a eu une entente incroyable, lui et moi, très très forte et un alignement très fort sur les valeurs. Et à un moment, quand on a fait un virage stratégique et ma compétence d'industriel et lui, sa compétence pionnier d'insectes étaient très complémentaires. Mais au-delà de cette complémentarité, il y en avait une deuxième, c'est qu'on avait une vision commune, c'est qu'on voulait aller vers un projet systémique de transformation qui portait à la fois la transformation environnementale, mais aussi la transformation sociétale. Lui était très inspiré par ce que j'avais fait avant sur l'entreprise libérée ou l'entreprise collaborative. Et on voulait un projet qui portait tout ça parce que pour nous, notre vision de la durabilité, elle porte toutes ces dimensions-là. Et donc, je me suis embarqué dans une nouvelle aventure depuis 6 ans, Agronutrice, qui est l'élevage d'insectes et de transformation aux protéines, avec cette idée à la fois d'apporter une solution qui permet d'aller vers un monde plus décarboné et aussi porter ce projet. Pour moi, tout ça est la même chose, même si on les présente toujours comme deux choses qui sont en parallèle. En réalité, tout ça est intimement lié. Aussi porter un projet de transformation sociétale par la gouvernance partagée et l'entreprise collaborative. Et c'est une expérience assez incroyable, puisque là, on est parti plus d'une feuille blanche, ce qui est un peu différent de transformer des vieilles entreprises qui avaient des systèmes de gouvernance qui étaient en place, même si les deux sont possibles vraiment. Et voilà, et donc l'aventure nous a amené à aller encore plus loin dans la mise en place d'un système organisationnel et d'une culture d'entreprise autour de la gouvernance partagée de l'entreprise collaborative. Moi, ce que j'appelle ça de plus en plus entreprise collaborative à gouvernance partagée. Voilà. Pourquoi, c'est intimement lié, selon toi, cette transition vers des business, modèles, nouveaux qui changent le système et cette notion de gouvernance, partagée, d'entreprise collaborative? C'est quoi le lien? Le lien, c'est que une des aspirations, je ramène à cette notion d'harmonie. Le lien, c'est que on aspire à un monde plus harmonieux, où l'humain a sa place, mais dans un système qui est plus grand que lui, qui préserve aussi l'harmonie de l'écosystème. Au final, quand on prend soin les uns des autres, on crée les conditions de prendre aussi soin de ce qui nous entoure. Ça me parle complètement parce que souvent, c'est le point quand je me présente, on me dit: «Ah mais toi, tu es une écologiste». Je dis: «Ah non», parce que là, quand on dit ça, on oublie finalement, toute la dimension, sociétale, humaine et il y a pas d'écologie qui ne commence par prendre soin de soi-même, prendre soin des autres, prendre soin de son environnement. Mais déjà prendre soin de soi-même aussi, sans tomber dans le glissement, hein, dont on a parlé ensemble, de cette notion de bien-être, de bienveillance, Mmh. en entreprise. Comment est-ce que tu peux préciser ton point? Parce que je trouve que c'est vraiment souvent là que ça glisse et c'est là où finalement on reste dans l'épiphénomène, dans le symptôme et pas dans la réelle, racine de ce que tu cherches à faire. Ce qui me vient là à l'esprit, ce qui est central, c'est l'ego en réalité. On peut faire un chemin de développement personnel qui se traduit, je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui vont faire du yoga, mais je sais pas si pourquoi ils le font et on peut arriver avec un Range Rover et habillé avec du Chanel pour faire du yoga. Je veux dire ce que je veux dire. C'est la profondeur de l'intention. Et au final, tout ça, moi, ça me questionne beaucoup sur, oui, ouais, moi, ce qui me revient, c'est vraiment l'ego, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment on passe à côté, qu'on crée des quiproquos, c'est qu'est-ce qui nous anime profondément. Et si on n'a pas à un moment un dialogue avec soi-même, honnête, sur notre ego, pourquoi on fait les choses,
Et si derrière tout ce qu'on fait inconsciemment, on cherche encore une énorme admiration, on a un besoin de reconnaissance phénoménal, ben on va dévoyer tous ces concepts. Et donc, pour moi, il y a un enjeu majeur autour de l'humilité. Et là, on retrouve, j'étais un peu long et truc, mais là, on va retrouver ton point avec l'écologie. C'est au final, l'écologie, c'est un rapport d'humilité par rapport à la Terre. C'est un rapport d'humilité par rapport aux autres. Quand on est un colibri, c'est un rapport d'humilité. C'est au final pouvoir, oui, accepter d'être, oui, de questionner profondément qu'est-ce qui nous anime. Et beaucoup de gens, et après, je suis pas jugeant, je veux pas paraître jugeant, mais beaucoup de gens ne conscientisent pas que ce qui les anime profondément, c'est souvent une sorte de faille de la reconnaissance et d'un besoin de reconnaissance qui font qu'au final, tous ces grands enjeux, ces sujets-là, ils les prennent parce qu'il y a une partie d'eux où ça résonne avec leurs valeurs. Ils y vont pas par hasard. Mais si derrière, il y a une faille narcissique, ils vont détourner tous ces trucs-là pour aller chercher de la lumière, de la reconnaissance et pour chercher, etc. Et donc, à partir de là, ces concepts sont dévoyés. Donc moi, je ressens vraiment que tout ce qui lie tous ces sujets-là, c'est un rapport d'humilité. Et voilà. Oui, et c'est complètement différent de se lancer dans cette transition de carrière animée par des aspirations profondes versus penser une honte de contribuer à un système dans lequel on se reconnaît pas. Donc aller vers plutôt qu'aller contre, Mmh. c'est toujours une meilleure énergie. Concrètement, comment vous y prenez pour être une entreprise collaborative avec une gouvernance partagée? Qu'est-ce que vous avez mis en place à partir de votre page blanche? Beaucoup de, beaucoup de choses. Mais comme le temps est compté, je ne vais pas pouvoir tout décrire. Je pense qu'il y a 3 grandes familles de sujets. Si on essaie de schématiser du systémique, parce que c'est très complexe de schématiser de l'holistique. Il y a une grande famille autour du pouvoir, c'est-à-dire la gouvernance partagée. Nous, on a défini qu'il y avait 5 types de pouvoirs qu'on appelle régaliens chez nous. C'est le pouvoir de recruter, le pouvoir d'augmenter les salaires, le pouvoir de promouvoir quelqu'un, le pouvoir de choisir les priorités stratégiques et le pouvoir d'allouer les ressources financières. Les 2 derniers, on les a fusionnés pour le moment, peut-être que dans le temps on le fusionnera pas, et on a dit que pour que le système devienne vraiment une gouvernance partagée, tant que ces pouvoirs seront concentrés par les mêmes, ça créera un biais dans la capacité collaborative. Donc on a créé 4 cercles de pouvoir dans lesquels les gens sont élus sans candidature, donc on s'inspire des pratiques de la sociocratie pour garder un système où les gens sont solidaires, parce que les élections avec candidature, ça crée des perdants et des gagnants, et après, on n'est plus arrivé par le service de la raison d'être et de la mission qu'on a coécrite aussi. Et donc, il y a cet enjeu-là de gouvernance, et au final, si on part de moi, c'est un très bon exemple à travers de ça, c'est que moi, je peux plus recruter quelqu'un. Alors, je suis dans des cercles de pouvoir quand je suis, mais je peux plus recruter seul quelqu'un, je peux pas promouvoir quelqu'un, je peux pas augmenter le salaire, etc., etc. Ça veut dire que moi, je n'ai plus des pouvoirs concentrés qui fait que je crée un biais dans la relation. Donc, l'injonction à l'horizontalité devient plus forte. Ce qui reste après à déconstruire, c'est les représentations qu'ont les gens d'un patron, etc., qui se travaillent dans le temps, qui va avoir le lien avec le troisième volet dont on va parler. Et ce qui fait émerger quelque chose qui est parfois une contradiction dans les entreprises libérées, où il y a une confusion, c'est qu'il y a du leadership chez nous. Mais quand on a créé les conditions de l'égalité formelle, et petit à petit, culturellement, on crée des conditions de l'égalité réelle, émerge le concept de leadership consenti. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu n'as plus de pouvoir sur les gens deviennent suffisamment libres pour, en fonction des groupes de travail dans lesquels tu es, donner à ta parole une capacité d'influence ou pas sur la délibération collective. Si moi, je suis dans des groupes de travail où je vais discuter sur des choses autour de l'organisation de la culture ou des problématiques de moyen long terme, je vois que j'ai de l'influence. Si je suis dans des groupes de travail où on est en train de réparer une machine et j'apporte ma vision de ce qu'on devrait faire, je vois que j'ai peu d'influence. C'est ça le leadership consenti. Oui, C'est-à-dire que c'est les gens qui c'est décident toute par eux-mêmes la... souverainement dans une délibération collective, lorsque chacun exprime sa vision, etc., etc. Comment on agrège tout ça? Mais tout ça ne s'agrège pas de manière égale. On donne plus de poids dans dans la décision individuelle qui devient une décision collective à la parole de certains, de fait de leur expérience, de fait de leurs compétences, de fait, etc. Et ça, c'est très libérant, paradoxalement.
C'est très libérant quand on a lâché totalement prise. C'est très libérant parce qu'on peut être pleinement soi-même et partir du principe que le leadership consenti est pleinement là. Maintenant, je suis pas dupe. Puis il reste aussi la déconstruction culturelle. Donc, il y a un deuxième volet qui pourrait être le troisième volet, mais je vais commencer par celui-là. J'avais l'intention de mettre en troisième, mais je vais le mettre en deuxième parce qu'il est intimement lié. Pour passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle, il y a aussi la transformation profonde et donc la formation à l'intelligence émotionnelle. Nous, on a un système qui est basé vachement sur le volontariat, mais sur ce système-là, il y a une sorte d'obligation d'être dans le programme d'intelligence émotionnelle. Avant, on préparait beaucoup de catalogues et les gens choisissaient. Aujourd'hui, on a décidé d'avoir une colonne vertébrale sur l'intelligence émotionnelle, c'est la communication non violente. Et aujourd'hui, chez nous, tous les salariés sont formés à la communication non violente. Il y a 5 jours par an où on a une formation complète. Donc, on est à la 2e année du programme et on a l'intention de poser le programme sur des années, des années, des années, des années, parce que ce sont des programmes de transformation profonde. Et on a, entre chaque réunion, en gros 10 mois dans l'année, on rencontre la CNV, on a des cercles de parole d'une heure ou deux entre les sessions. Ce qui fait qu'on rencontre la CNV 10 fois par an. Alors, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la CNV, je vous invite à écouter l'épisode avec Thomas Dansembourg, un des référents de cette approche de la communication non Alors, tu violente. ne crois pas si bien dire. Moi-même, j'ai été formé par Thomas à des moments, mais que, vu mon projet et vu la résonance de ce projet, on est accompagné par Thomas et les équipes autour de Thomas, Intériorité et Changement. Et c'est avec eux qu'on a mis en place ce programme de transformation. Donc pour moi, c'est un enjeu majeur parce que ça fait monter aussi l'intelligence relationnelle, ça amène les gens vers plus de souveraineté et donc l'égalité réelle commence à se mettre en place de manière plus forte puisqu'il y a des déconstructions, dans la représentation d'un chef, etc., etc. Et il y a toutes les transformations profondes qui permettent. Les gens souvent ont une mauvaise connaissance de la CNV, ils pensent que c'est principalement un outil de feedback. En réalité, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de regard sur le monde, sur la relation à l'autre. Ça renvoie vachement aussi à la phrase de Gandhi, puisqu'on est responsable de ses émotions. Donc, quand on est en colère, on n'est pas en colère à cause de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a stimulé cette colère, mais elle dit quelque chose de moi et pas de l'autre. Donc, ça apprend petit à petit à devenir un être souverain et aussi pouvoir discuter avec les autres de manière l'autre confusion. Et c'est là où il y a aussi un lien intéressant avec la bienveillance qui était pour moi parfois un quiproquo. C'est que la CNV peut nous amener à être dans des vraies logiques d'assertivité. C'est-à-dire parce qu'on se dote d'outils d'assertivité qui ne violentent pas l'autre, mais qui partagent ce que je vis moi, en frustration, en colère, en tristesse, mais aussi en joie, je peux dire à l'autre de manière ferme et assertive ce qui me traverse et construire un chemin de convergence. Et donc, c'est un outil très, très puissant sur la capacité à se faire des feedbacks et à progresser ensemble. Pour moi, ça, c'est un volet très important. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure en début de podcast, c'est que le fait que parfois les gens qui disent, mais on a besoin de quelqu'un pour arbitrer. C'est le symptôme d'une incapacité collective. C'est pas le symptôme de la nature humaine. Si on élève notre niveau de conscience collectif, de l'autre, de l'altérité, on est en capacité de prendre des décisions très, très fortes sans avoir une figure d'arbitrage. Donc ça aide à ça aussi. Et le troisième volet, bon après c'est plus complexe que ça, mais je le simplifie, c'est l'organisation. C'est-à-dire dans l'organisation, on a vraiment travaillé, moi c'est une des expériences que j'ai eues dans l'entreprise d'avant, c'est comme on avait une organisation fonctionnelle qui rentrait par les grands métiers, on a essayé de faire une organisation transversale en mode projet, on a fait une organisation hybride qui a montré les limites, et là on a vraiment une organisation qui n'est pas par fonction, mais qui est par finalité stratégique, c'est-à-dire après avoir écrit la raison d'être et la vision, on a dit quelle est notre ambition. On veut devenir un des leaders mondiaux de cette industrie-là et on a défini 8 zones d'excellence que nous devions atteindre pour pouvoir atteindre cette ambition-là. Et donc, ce qu'on appelle chez nous les finalités stratégiques, qu'on nomme en verbe d'action parce que ça explique mieux le pourquoi. Par exemple, c'est émerveiller le client ou atteindre la symbiose environnementale, c'est-à-dire rendre notre système environnemental encore plus vertueux, etc., etc. Et ce système-là permet d'avoir une organisation neuronale parce qu'au final, chacune des thématiques, on fait une élection sans candidat d'une personne qui peut porter cette mission pendant 2 à 3 ans. Et cette personne va créer des groupes de volontaires qui va créer une vision à 5 ans, une feuille de route à 1 an, qui va se traduire par des groupes de travail. Et ensuite, chacun décide par lui-même où il est le plus à même de contribuer à l'ambition et donc aux 6 thématiques, aux 8 thématiques de l'ambition, en participant volontairement à des groupes de travail. Donc le système, en gros, tout est basé sur le volontariat. Les gens choisissent où leurs compétences et leurs centres d'intérêt, comment ils peuvent contribuer au système en étant dans des groupes de travail. Donc, toute l'entreprise est en mode projet. Je ne sais pas si j'arrive bien à expliquer tout ça.
Ce qui fait, c'est qu'on a une organisation hyper agile et neuronale et qui permet de sortir de l'organisation fonctionnelle. Et pour moi, un des enjeux aussi de transformation, c'est que l'organisation fonctionnelle a été inventée au début du XXe siècle et elle n'est plus du tout adaptée à un système complexe qui veut de l'horizontalité et de la transversalité. Et nous, on a un système qui nous permet, à mon avis, de grandir de manière très, très significative en gardant l'agilité, nos modes de fonctionnement. Et donc, au final, si on voit notre organigramme, on peut pas positionner les gens dans l'organigramme. On peut positionner l'organe vivant qui est en mouvement, c'est-à-dire les finalités et les groupes de travail. Et ensuite, chaque personne, elle va être de manière en puzzle, c'est-à-dire moi, je vais être actif sur 15 groupes de travail et d'autres vont être actifs sur 10 groupes de travail, etc., etc. Et donc, c'est des compétences qui se dispatchent au service des 7 ou 8 finalités stratégiques. Et ce qui est intéressant, quelques personnes cyniques pourraient dire émerveiller le client, c'est le commerce. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça parce que comme on sert le client, il y a tous les métiers en réalité qui sont dans ces groupes de travail. Et donc, c'est pas l'affaire du commerce. Et ensuite, autre chose qui est très intéressante, c'est que dans chaque groupe de travail, il y a un référent et nos rôles sont tournants. Parce que moi, je peux me retrouver référent d'un groupe de travail et donc je m'assure de la coordination avec les équipes, mais il y a d'autres endroits où c'est moi qui reporte à un référent qui me dit où t'en es de l'avancement sur sur le groupe de travail. Donc voilà. Donc, au final, j'étais un peu long sur cette partie-là, mais en gros, il y a maintenant à schématiser, il y a 3 grands ensembles. La gouvernance partagée, comment on partage le pouvoir. Il y a comment on met beaucoup d'argent et de moyens sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle pour créer de la capacité collaborative et amener les gens à devenir des êtres souverains. Et comment on fait une organisation d'ingénierie organisationnelle pour avoir une organisation neuronale, agile, vivante, qui est en capacité de nous mettre en permanence en mode projet et de laisser à chacun décider par lui-même où il est le plus contributeur pour atteindre l'ambition. Merci pour ces précisions parce qu'effectivement, quand je lisais, sur votre site qui est incroyablement bien fait, très clair, organisation neuronale et agile, je me suis dit: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est compliqué» et en fait, là, dans ce que tu dis, je comprends qu'au contraire, tu as créé de la simplicité interne à chacun par, la gestion des émotions, par la CNV, par, une organisation qui est très clair, qui est plutôt autour des grands enjeux, de la stratégie, de la vision et plus autour des opérations, des métiers qui de toute façon se complexifient comme le monde se complexifie. Donc, en simplifiant finalement autant et la vision et la connaissance de soi-même, tu crées de la capacité à gérer, la complexité externe qui de toute façon va vers toujours plus de complexité. C'est ce que je retiens de ce que tu nous as présenté. Alors, ça reste complexe. Je voudrais pas, ça reste Forcément. complexe. Non, non, c'est pas une injonction à la simplicité, Mmh. mais c'est comment donner des caps et une vision pour revenir à du vocabulaire, classique d'entreprise finalement, qui sont palpables, visibles, lisibles et qui guident l'action et qui guident le comportement. Parce que ça guide et l'action et le comportement, ce que tu as posé. Exactement. Et nos finalités donnent de la clarté, donnent de la clarification. Et c'est intéressant parce que quand les gens viennent chez nous, viennent, ils se rendent compte quand même qu'il y a quelque chose de structuré, de structurant. Pour autant, je constate une sorte de sentiment ambivalent des gens par rapport à ça. D'un côté, il y a quelque chose de structurant, mais il y a aussi une sorte de travail. J'avais parlé du dirigeant qui doit lâcher prise. Collectivement, il y a pas mal de gens qui sont contrôlants, qui ont du mal quand même avec les organisations neuronales dans le sens où il y a quelque chose de l'ordre du lâcher prise. On fait confiance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui se met en place. On peut pas être sur tous les groupes de travail. On sait pas toujours ce qui se passe partout. En plus, tout ça est vivant, donc ça bouge. Et je me rends compte que on a du mal, une partie des gens ont du mal à vivre avec une sorte de chaos fertile parce que on voit bien, par exemple, il y a plein de gens qui sont toujours tentés d'écrire un maximum de choses, etc. Et on voit bien qu'il y a une tension. Plus on va écrire, je dis pas qu'il faut pas écrire, il faut écrire des choses, il faut se mettre d'accord sur des choses, etc. Mais plus on va écrire, moins on va permettre à organisation d'être vivant. Donc il faut trouver un bon équilibre entre écrire des choses et laisser les choses vivre par elles-mêmes. Et c'est là où il y a du lâcher prise. Parce qu'il y a des personnes qui ont tellement été habituées à écrire des procédures pour tout, que lorsqu'on est drivé à certains endroits plutôt par des principes que par des procédures, il y a un gros travail. Parfois, je vois qu'il y a des gens qui mettent du temps à lâcher et à accepter que quand la situation va arriver, il y aura suffisamment d'intelligence humaine pour la résoudre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vrai, c'est aussi un travail culturel que je perçois. C'est quoi ta plus grande peur par rapport à ça pour la suite?
Ma plus grande peur, euh, elle est le pendant de mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est que notre aventure dure longtemps, qu'elle atteigne une taille telle qu'elle puisse devenir une source d'inspiration pour d'autres. Moi, mon plus grand rêve, c'est faire la démonstration qu'on peut être une entreprise industrielle à grande échelle, qui a fait le choix d'un mode d'organisation, d'une culture, d'un paradigme très différent des autres, et que ça montre une puissance phénoménale. Non pas pour mon ego, mais plus pour, même si ça nourrit un peu l'ego, je suis pas totalement dupe et j'ai conscience que je suis pas encore devenu un être totalement sage. Donc, il me reste une partie égotique et narcissique, mais c'est surtout, La quête d'accomplissement est vertueuse aussi pour le bien collectif. sûr, bien sûr, La quête d'accomplissement individuel. bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est ça auquel j'aspire. Donc, c'est quoi la peur derrière? Ben, c'est comme si c'est une aventure entrepreneuriale, ben, elle est semée d'embûches, donc il peut y avoir des moments qui l'amènent à s'arrêter, même s'il y a aucune raison aujourd'hui de croire en ça. Mais voilà, il y a ça. Et ensuite, comme on est une activité qui demande beaucoup de capitaux, on est quand même amené à avoir de plus en plus des gros investisseurs qui vont rentrer dans notre aventure. Et une de mes peurs, c'est comment va vivre cette croyance forte et avec des investisseurs qui vont rentrer de plus en plus et qui vont peut-être mettre la pression sur ce système de croyance. C'est-à-dire que, donc, là, dans le contexte dans lequel on a fait un énorme travail avec notre board et nos actionnaires et on s'est vraiment, et c'est marrant parce qu'on a fait on fait aussi des journées de CNV, de board entre nous. On a posé la question de nos peurs qui nous traversent chacun individuellement et ça a permis un énorme alignement. Et moi, j'ai vraiment partagé ma peur que s'il y a des moments où ça va un peu moins bien, ce qui arrive dans toutes les entreprises, c'est pas la croyance originelle qui va être remise en question, mais c'est les modalités de mise en œuvre de notre aventure. Et bien sûr qu'il y a de la place dans le comment. Il n'y a pas une manière de faire de la gouvernance partagée. Il n'y a pas une manière de faire d'entreprise collaborative. Donc, il y Hmm. a un espace aussi. Et le board, à partir du moment qu'il est aligné sur nous, sur le système de valeurs profond qu'on a, il a sa part dans la contribution dans la délibération collective. Et mon expérience d'avant, c'est quand ça avait un peu chahuté, je me suis rendu compte que le conseil d'administration, parce qu'on s'était pas aligné réellement, profondément, sur ce que nous étions, sur l'ADN de l'entreprise, et ben la tentation, parce que les peurs émergent dans le board, c'est de dire au final, on passe de c'est génial ce qu'ils font à c'est la fête du slip. Et ça, c'est lié au fait que on va travailler petit à petit avec des nouveaux entrants qui ont un système de croyance qui peut être différent du nôtre et qui sont à un stade de maturité qui est différent du nôtre. Parce que même s'ils aspirent à ça et nous, on présente notre boîte comme elle est, on dit, ah, c'est génial, ils font de l'ownership, ils font de l'empowerment, etc. Mais on sait qu'il y a une zone de quiproquo autour de ces thématiques-là. Et c'est ça qui me fait Hmm. peur, c'est qu'au final, des gens nous rejoignent avec ces quiproquos-là et que si un jour, parce qu'ils ont toute aventure collective, à un moment, on se prend des ouragans, on se prend de la tempête, etc., j'espère qu'on sera suffisamment solide pour préserver notre essence. Et donc, ma peur, c'est qu'un Pour, jour, on perde notre âme, quoi. pour conclure, quel est ton canary call, le message que tu aurais envie de passer au plus grand nombre? Et je crois que je l'ai dit au début, hein, moi, j'ai pas de message particulier. C'est marrant, je suis tellement tourné vers moi que j'ai de moins en moins de messages à. Je suis tellement dans une posture de témoignage que j'ai plus de messages. J'ai pas de message qui me vient comme ça spontanément vers l'extérieur. Alors, c'est pas forcément un message au sens, transmission, ça peut être aussi, tu parlais du ventre, ça peut être, plus la notion de cri d'alerte, Mhm. de ressenti, de truc qui te vient en disant: «Ouf, ça warning» et ça peut être, hein, comme tu dis, tournez-vous vers vous-même, avant de vous tourner vers l'impact sur l'extérieur, enfin, donc quelque chose qui vient plus du ventre. C'est l'idée du canari, hein, et à un moment, on Moi, écoute ce sa qui me part vient, pardon. animale ou on écoute, ou voilà, c'est la part, la sensibilité comme super pouvoir, hein, Ben, moi, ce qui me vient là quand je t'écoute, ce qui me vient, c'est moins une croyance que je trouve aujourd'hui limitante. Et souvent, les croyances limitantes, on en prend conscience au moment où on les voit, mais avant, on les voit pas. C'est on avait été éduqué dans un monde matérialiste, dans un monde de raison, dans lequel on pense qu'on prend des décisions rationnelles sur des critères objectifs et qu'en réalité, on doit mettre à distance les émotions
pour être un être rationnel qui prend des décisions rationnelles et raisonnables. Et je crois que ça, c'est une croyance qui est totalement fausse. On est des êtres éminemment émotionnels. Et pour parler aux scientifiques, si on a 2 lobes de cerveau, et je pense que la nature est bien faite, c'est qu'ils sont utiles tous les 2. Et moi, je ne suis pas dans la logique du ou, je suis dans la logique du et. Et donc, utilisons nos 2 intelligences pleinement. Écoutons les émotions, parce que le paradoxe, c'est que plus on se coupe nos émotions pour soi-disant être des êtres et des leaders objectifs et rationnels, plus déjà lorsqu'elles arrivent, elles nous submergent et on est en capacité pas de les utiliser pleinement comme des outils d'analyse et de décision. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est de redonner pleinement sa place aux émotions comme une partie de notre intelligence qui nous aide à prendre des décisions. Et même parfois, on se ment. Si on est honnête avec nous-mêmes, combien de gens essayent de prendre certaines décisions, par exemple de recrutement, soi-disant sur des critères rationnels. Ils vont même parfois faire des tableaux dans lesquels ils vont essayer de pondérer des critères, etc. Et quand la notation en bas ne leur convient pas, au lieu de se dire mon gut feeling, etc., me dit autre chose, ils changent les pondérations. On l'a tous fait jusqu'à ce que la note soit conforme pour vivre toujours avec l'illusion que cette décision n'a pas été une illusion rationnelle et pas une décision irrationnelle. Moi, c'est cette croyance-là que je veux essayer de combattre, c'est que nos décisions, elles seront plus puissantes si elles s'appuient à la fois sur la raison, mais aussi sur les émotions. Et en plus, le pire parfois, c'est que en n'étant pas conscient qu'on est des êtres émotifs, on n'est pas conscient de nos biais cognitifs. Et donc parfois, on vit avec l'illusion de la rationalité alors qu'on est dominé par l'émotion. Merci pour ce canary call autour du discernement. C'est du et les émotions et la tête. L'idée, c'est pas de choisir ou de se couper de l'un ou de l'autre, mais bien d'équilibrer. C'est toute la notion de décision éclairée, de discernement. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Et cet épisode est enregistré dans le cadre de la préparation de notre événement à pile poil sur les nouveaux paradigmes de la gouvernance au service de la transition écologique et solidaire. Donc, on se retrouve chez Pixelis, merci pour l'accueil, le 23 mai à 18h30 avec Nicolas Cartier de Mério Nutrition, c'est Anne-Sophie Carrier de Belle à tes côtés dans cet événement organisé ensemble avec Spring Lab. Donc, merci beaucoup. Hâte d'approfondir ces sujets le 23 mai. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.